Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Conquise par Rome au milieu du 1er siècle avant notre ère, l'Alsace est toujours restée une zone de contact entre le monde latin et le monde germain. Cette position s'est encore renforcée après le milieu du 3e siècle avec l'abandon par les Romains des champs d'Écumate, un territoire situé entre le Rhin et le Danube. Désormais, le Rhin devenait une véritable frontière tant politique que militaire et l'Alsace se retrouvait au sens propre en première ligne de ce qu'il a été convenu d'appeler les grandes invasions. En fer de lance de ce mouvement d'invasion, entre guillemets, un peuple s'est montré particulièrement actif dans la sphère alsacienne. Il s'agit des Alamans. Or, ceux-ci subissent une cinglante défaite en 357 près d'Argentoratum. Cette défaite appelle plusieurs questions. Qui sont vraiment les Alamans ? La bataille d'Argentoratum marque-t-elle la fin de leur pénétration dans l'Empire romain ? Et surtout, où se situe Argentoratum ? C'est pour répondre à ces questions, comme à bien d'autres encore, que j'ai le plaisir de recevoir à ce micro Cédric Delaunay, professeur agrégé d'histoire. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. On parle de l'Alsace, on parle des Alamans qui ont conquis les champs d'Écumate. Qui sont les Alamans ? Les Alamans font partie de ces peuples germaniques dont on a de nombreux groupes qui se multiplient. Alors, leur origine est mal connue. Ça fait partie de ces peuples dont l'histoire et la préhistoire sont mal connues. Ce sont les populations germaniques qui habitent dans la région de l'Elbe et qui, par des mouvements divers et variés, vont se retrouver effectivement sur le Moyen Rhin, c'est-à-dire grosso modo la région effectivement aujourd'hui l'Alsace, la Sarre, la Roure. Et donc ces peuples sont des peuples qui ne composent pas en soi des groupes toujours unis selon un même périmètre, autant géographiquement qu'humainement. C'est-à-dire que ce sont souvent des confédérations de tribus, de groupes, de familles élargies, avec des cousins, etc., qui se forment, se déforment, se divisent, se multiplient à l'envi. Et donc souvent on a une vision qui est postérieure, par exemple celle des Francs, avec un roi, avec un peuple qui obéit, une aristocratie. On n'est pas du tout dans ce genre d'organisation. On est dans une organisation qui est beaucoup plus simple et effectivement on peut voir des regroupements de populations qui ont une culture relativement commune, qui peuvent partager également des liens matrimoniaux, qui font qu'à des occasions données, ils peuvent se rassembler pour éventuellement piller une région. Et là, en l'occurrence, il y a une pression qui s'exerce sur eux dans leur zone d'installation à l'est du Rhin et qui les incite à chercher, non pas refuge, mais chercher des issues de l'autre côté du fleuve. Oui, il y a des mouvements de population en fait qui sont incessants. On est dans une période où en Europe centrale et en Europe orientale, on a des peuples extérieurs qui peuvent exercer des pressions plus ou moins fortes. Alors on a bien sûr les Huns plus tard, voilà, avec la figure d'Attila, mais on a sans arrêt en fait ce genre de mouvement. Et donc de voir que les relations entre ce qu'on appelle les barbares et de l'autre côté les Romains, il faut pas voir un mur, le limes, avec d'un côté des barbares, de l'autre des Romains qui ne se parleraient jamais et qui n'auraient que comme point de rencontre des moments d'affrontement. Ces relations sont beaucoup plus complexes. Alors d'abord, ça passe par l'idée d'un limes. Alors souvent, le limes, on l'a présenté selon sa forme la plus militarisée et la plus qui entre véritablement en rupture, par exemple avec le mur d'Adrien. Ce mur d'Adrien qui effectivement séparait les Romains des peuplades écossaises, enfin ce qui serait aujourd'hui l'Écosse avec les Pictes, etc. Sauf que cette vision militarisée fermée n'est pas la réalité du limes, notamment en Europe centrale ou occidentale. Par limes, en fait, c'est plutôt des points de contrôle qu'établissent les Romains, points de contrôle qui doivent permettre justement de gérer ces mouvements de population, de gérer aussi les flux de marchandises qui circulent et de voir que bien sûr ce qu'on a appelé plus tard les frontières naturelles, le Rhin, le Danube, peuvent servir de points de repère plus facilement contrôlables. Mais il faut voir quelque chose qui est très poreux.
c'est pas une limite qui forme une finalité. Il y a beaucoup d'échanges, qui soient des échanges commerciaux, mais également des échanges humains. On est dans une période où l'Empire romain n'est plus l'Empire romain triomphant du IIe siècle. L'armée véritablement romaine ne peut pas prétendre contrôler un espace aussi vaste avec des mouvements de population, alors que ce soit en Orient, par exemple les Sassanides qu'on retrouvera, ou que ce soit en Europe centrale, sans l'appui de ces peuples germains qui vont par phase non constante, hein, c'est totalement de façon sporadique, vont pouvoir rentrer au service de Rome. Alors c'est ce qu'on a appelé les peuples fédérés. Et les Alamans font partie de ces peuples fédérés ou est-ce que c'est une évolution qui arrivera plus tard? Alors dire on est pas fédéré de temps à temps, pas de temps à temps, c'est compliqué. Ce sont des rapports qui d'abord les Alamans c'est pas un groupe Oui, c'est constant, pas un groupe cohérent. c'est Ouais, pas un groupe cohérent Mmh. et donc on peut pas affirmer les choses. Le statut de fédéré pour eux arrivera plus tard, comme par exemple pour les Francs, Pour les etc. Francs. Mmh. Mais on voit que ces peuples peuvent entretenir des relations dans lesquelles ils se mettent au service des Romains. De nombreux Alamans, à titre individuel ou en titre de groupes familiaux, vont intégrer comme mercenaires les armées romaines, ce qui d'ailleurs leur fournit ensuite, lorsqu'ils basculent dans une forme d'opposition plus radicale et de pillage, un avantage, c'est qu'ils connaissent très bien les Romains. Oui. Ils savent comment ils se battent. Alors voilà, ils connaissent très bien les Romains d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue civilisationnel, je dirais, mais également d'un point de vue, hélas, militaire. Oui, ils savent parfaitement comment ça fonctionne. Ainsi, si on prend les grandes défaites de l'histoire romaine, enfin la bataille d'Andrinople par exemple, qui nous emmène sur d'autres contrées, c'est qu'on s'aperçoit que les Visigoths connaissaient absolument parfaitement comment se battaient les Romains, parce que ils se battaient pour eux. Donc avec des circonstances favorables, ils peuvent les battre, hein. D'autant plus que nous sommes à une époque où l'armée romaine est de moins en moins romaine et de plus en plus composée de troupes exogènes, en fin de compte, fournies non pas par des peuples issus de l'Empire romain lui-même, mais de peuples extérieurs, et notamment des Germains. Oui, parce que on est dans une période où, alors c'est une histoire qui est pas très bien connue, pas très bien renseignée, mais à l'évidence, les divisions politiques de l'Empire romain, avec des successions d'empereurs qui peuvent s'avérer très compliquées, emmènent à des confrontations qui supposent que chacun des prétendants au trône mobilise des troupes en faisant appel à des mercenaires extérieurs à l'Empire. D'autre part, on est dans une période où il y a des crises sanitaires, des pestes, etc., qui ravagent la population. Et donc l'Empire romain manque de bras. Il manque de bras, il manque de soldats. Et donc le recours à des troupes étrangères, voire à des peuples étrangers qui viennent repeupler des zones totalement dépeuplées, c'est quelque chose qui est assez courant au 4e, 5e siècle. Oui, et puis une nécessité. Ouais. C'est une nécessité. Nous arrivons aux alentours de 350, 360. Qui est l'empereur à cette époque-là? Alors, on a comme empereur Constance II. Alors Constance II, alors attention, on vient de parenté. Constance II est le neveu de Constantin Ier. Alors Constantin Ier, bon, il est rentré dans l'histoire, hein, dans Constantinople, enfin voilà, c'est un personnage majeur. Et à la mort de Constantin, il y a une crise de pouvoir avec une multitude de prétendants qui veulent occuper le trône, devenir calife à la place du calife. Et finalement, c'est le neveu Constance II qui récupère la timbale en 337 et ceci jusqu'en 361. Donc c'est un règne exceptionnellement long pour cette période, parce que les usurpateurs comme les Césars, entre guillemets, légitimes, ne durent pas aussi longtemps. Oui, généralement, il est rare qu'on meure dans son lit. Oui. On finit souvent avec une dose de poison ou un coup de couteau dans le dos. Oui. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. L'empereur Constance II se retrouve face à une poussée des Alamans qui entre donc dans la zone rhénane aux alentours du mi-temps du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc ça fait partie de ces incursions, mais qui ont déjà commencé. Hein, par exemple, sous la première acception des Alamans en tant que peuple, c'est sous Caracalla. Donc ça nous renvoie en 213, ça nous renvoie au début du IIIe siècle. Donc on voit que c'est une région qui est une région instable et l'implantation des Romains, la domination romaine oscille toujours en fait autour du Rhin. C'est-à-dire peuvent-ils en profondeur contrôler le Rhin
ou pas. Et donc là, on est dans une période d'affaiblissement qui suit effectivement une période d'instabilité suite à la mort de Constantin Ier. Et donc, on a une pénétration de plusieurs groupes alamans qui profitent de la désorganisation de l'État, de l'armée romaine, pour allègrement piller ces régions, qui sont des régions riches, hein, et on assiste à des pillages. Et c'est pour ça que Constance II décide de déléguer son cousin, Julien, pour s'occuper militairement de cette région. Lequel cousin a eu était en délicatesse avec la famille de sa propre famille, puisque je crois que son père a été assassiné, sa mère est morte. Oui, alors son père est assassiné. Alors, sans doute sur l'ordre de Constance II, d'accord. Donc, et oui, c'est-à-dire que les successions de régime ne se font pas de père en fils, mais on reste en fait dans des systèmes matrimoniaux assez élargis et chacun prétend avoir droit à la couronne. Et il n'est pas rare qu'effectivement on s'assassine entre cousins, entre fils, etc. Alors, on n'est pas du temps de Caracalla qui avait fait zigouiller son frangin Geta, mais on n'en est pas loin. Mais Julien est un homme qui bénéficie d'une très bonne culture. C'est un homme tourné dans la philosophie et les lettres grecques. C'est-à-dire, c'est souvent quelque chose qui peut nous surprendre. C'est-à-dire que l'aristocratie romaine est très friande effectivement de littérature, etc. C'est ça qui vous place un personnage. Mais justement, ça semble pas quelqu'un qui soit issu de l'armée. Il n'a aucune expérience militaire. Il n'a pas d'expérience militaire. Sinon, avoir lu quelques traités théoriques de stratégie, mais ce n'est absolument pas un militaire. Sauf que quand on se retrouve sur un champ de bataille, c'est autre chose. Et oui. Et là, il est confronté à une menace effectivement flagrante, hein, le roi, alors Cnodomar, ce roi alamand qui menace directement Lyon. Hein, et donc là, on a une menace concrète pour la région. Alors, Julien se retrouve nommé César, donc à la tête d'une puissance militaire pour faire face à cette incursion à la manne, ou à la manique, qui commence plusieurs mois, même plusieurs années avant la confrontation finale et qui amène les Alamans à pénétrer très avant. On a la ville d'Autun qui est assiégée par les Alamans et Julien, avec toute son inexpérience, va se confronter à ce peuple-là dans une bataille absolument terrible à Tarquimpol en Lorraine où avec des pertes effroyables, il va quand même parvenir à donner un coup d'arrêt aux Alamans. Et à partir de ce moment-là, le roi Cnodomar change un petit peu d'axe de progression et cherche effectivement à descendre vers le sud au lieu d'aller profondément vers l'ouest et le nord-ouest. Et donc effectivement, s'il descend vers le sud, la première ville importante visée, c'est la ville de Lyon. Et ça, Julien ne peut pas le tolérer. Alors, ça nous emmène à notre histoire d'Alsace, effectivement. Alors, on est quelque part entre Strasbourg et Brunat. Excusez-moi pour l'accent. Oui, alors la bataille porte le nom de bataille d'Argentoratum. Alors Argentoratum, c'est le nom de Strasbourg. C'est le nom du camp militaire qui a été installé à l'emplacement de la future ville de Strasbourg au tournant de notre ère et qui ensuite après va servir de substrat à une occupation urbaine. Est-ce que la bataille a eu lieu à proximité d'Argentoratum, ou est-ce que la bataille a eu lieu plus loin? Il faut rester très prudent avec les batailles de cette époque-là. La localisation exacte, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à trouvailles archéologiques incontestables, il faut rester vraiment prudent. Donc oui, entre Strasbourg et Brumath, c'est à peu près la localisation. Cette bataille oppose, on le sait, 13 000 Romains à une armée alamane. Alors là, les sources, c'est pareil, c'est comme la localisation. Les sources sur les effectifs, il faut rester là encore très prudent, prendre ça avec des pincettes. On a des chiffres complètement extravagants, de plusieurs dizaines de milliers. A priori, les Alamans sont plus de 15 000 au moins, sinon peut-être 20 000. On a une nette supériorité numérique des Alamans face aux Romains. Mais une nette supériorité qui ne va pas peser. Une nette supériorité qui se heurte à la capacité, alors je dirais pas de résilience, mais la capacité d'encaissement de l'armée romaine, puisque la bataille est une bataille dans laquelle on est très loin des manœuvres napoléoniennes. L'armée romaine est installée en ligne,
avec la cavalerie sur une aile de façon très classique. Les Alamans sont installés en ligne face à eux et on a une bataille purement frontale. Cette bataille frontale, alors il faut là encore, je voudrais revenir sur une idée qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle de bataille avec les peuples germains, on imagine des peuples germains un petit peu comme vous savez le village d'Astérix quand ils sortent du village et qu'ils défoncent les légions romaines. Cette espèce de désordre, de furia germanica qui emporterait tout. Non, les armées germaniques de cette époque-là sont des armées qui, comme vous l'avez dit, ont été initiées aux techniques de guerre des Romains, sont des armées qui sont organisées, qui sont structurées, avec des rois, avec des chefs, avec des différents contingents qui ont chacun un rôle sur le champ de bataille. Chez les Alamans, c'est peut-être un petit peu plus fluctuant que dans d'autres peuples plus cohérents, mais le résultat est le même. Ce sont de vrais guerriers, ce ne sont pas des sauvages qui foncent tête baissée dans les tortues romaines. Hein. C'est pas du tout ça. Mais cette bataille donc est une bataille frontale. Dans la bataille, l'atout majeur des Romains, qui est leur mobilité avec leur cavalerie, a quelques difficultés au début du combat. La cavalerie a tendance à céder. Les Alamans sentent qu'ils ont un avantage sur le centre de la ligne. Ils poussent leur avantage, mais en poussant leur avantage, ils créent une sorte d'enfoncement. Toute proportion gardée, on a le même schéma à Azincourt en 1415, donc on n'a rien inventé. Ils créent une sorte d'enfoncement dans lequel ils vont se prendre au piège eux-mêmes. Les Romains vont pouvoir rabattre leurs ailes sur eux, et là, la messe est dite. Donc un encerclement assez classique comme à Cannes par exemple. Voilà, un encerclement qui se termine par une véritable déroute. Hein. On n'est pas très très loin du Rhin, à quelques kilomètres de là. Les survivants alamans, parce qu'évidemment on fait pas beaucoup de quartiers, hein, les survivants alamans se précipitent sur le Rhin. Énormément de guerriers s'y noient avec leurs armures, avec leurs armes, donc ils ne peuvent pas traverser le fleuve. D'autres parviennent à se réfugier en terre germanique. Et surtout, le roi, enfin, celui qui apparaît comme le principal roi des Alamans, Cnodomar, est capturé par les Romains, emmené à Rome, et il meurt quelques années plus tard. Ça rappelle quelqu'un, ça aussi. Oui, notre ami Vercingétorix. Ça rappelle, voilà, Vercingétorix, dont nous avons déjà parlé à ce micro. Voilà, donc cette victoire est une victoire sans appel. C'est une victoire qui, a priori, est une victoire définitive. Donc les Alamans l'auront bien compris, ils ne reviendront plus à la charge. Eh bien non, parce que de voir que les phénomènes sont plus complexes. Les conséquences de cette bataille, c'est d'abord un triomphe personnel pour Julien, qui a montré des capacités militaires à 2 reprises, donc 2 grandes victoires, qui assoit sa popularité auprès de ses hommes. Et donc, on sait qu'à cette époque troublée, effectivement, asseoir sa prétention auprès de ses hommes, ça permet de prétendre, bien sûr, au trône impérial, un trône qui reste fragile. Alors, l'affaire sera réglée quand Constance II essaiera de marcher en 361 contre Julien. Enfin, le rapport est assez complexe entre les 2 hommes, mais il veut le ramener un petit peu dans le rang pour rappeler qui est le chef. Mais il mourra lors de cette campagne militaire et Julien récupérera le trône de façon légal, du moins il est porté par ses troupes au pouvoir. Il aura le pouvoir pendant 2 ans, de 361 à 363, et mourra les armes à la main en Mésopotamie, alors qu'il luttait contre les Sassanides, hein, l'ennemi juré des Romains dans la région du Moyen-Orient. Donc un règne très court qui sera marqué par sa personnalité très antichrétienne. On est dans un moment effectivement où le christianisme gagne un certain nombre d'adhérents dans la région, et lui reste attaché au culte païen, au culte polythéiste, et organisera plusieurs persécutions contre les chrétiens, si bien qu'il est passé à la postérité sous le nom de Julien l'Apostat. C'est à mettre en relation avec, vous parliez tout à l'heure de sa culture grecque, hein, sa culture hellénique est extrêmement poussée, puisqu'il a passé toute sa jeunesse finalement à apprendre, à étudier, à lire. C'est un intellectuel finalement, ce Julien, et donc se rattachant à une culture qui est une culture par définition païenne, il porte sur l'empire chrétien de Constantin un regard un peu différent. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Les Alamans ont perdu une bataille, enfin ils en ont perdu 2, mais ils n'ont pas perdu la guerre.
Donc ils n'ont pas perdu la guerre. On les voit de retour dès 366, parce que justement ça montre une fluctuation du contour de ce que sont les Allemands. C'est pas un peuple déterminé, c'est une fédération, un groupe de population germaine, et on les revoit profitant d'une nouvelle crise politique majeure à Rome, où les empereurs se succèdent dans la décennie 360, là où il y a une série d'empereurs qui vont mourir assez rapidement, et profitant des désordres politiques, on voit les Allemands refranchir le Rhin et remener des attaques ponctuelles. Alors finalement, c'est Valentinien Ier qui les battra à Solicinium, une nouvelle reprise. Et là, plutôt que d'aller vers une tentative d'annihilation de ce groupe, il leur proposera un statut de peuple fédéré. C'est là qu'on entre dans cette logique de peuple fédéré. Voilà. Et là, on voit l'intelligence d'un empereur qui comprend bien que ce combat perpétuel contre les populations qui sont aux lisières du Limès, ça n'a pas de sens. Parce que, j'allais dire, ça se remet en place, et quand on va vaincre un peuple, ça laisse de l'espace pour un autre peuple qui gagne des territoires, qui va gagner en puissance, et l'Empire romain se retrouve confronté de nouveau à ça. Et donc là, à partir de cette deuxième moitié du IVe siècle, il y a une véritable logique des empereurs romains dans toute leur diversité, avec des empereurs romains d'ailleurs dont les origines géographiques ont aussi changé. C'est plus des Romains pur jus, on a des empereurs venant de tous les coins de l'Empire, et justement qui intègrent cette idée qu'il faut s'associer avec ces peuples en leur donnant des territoires, parfois à l'intérieur du Limès même, hein, de leur donner des territoires à gérer sur lesquels ils exercent une forme d'autonomie assez large, avec souvent des statuts qui sont très différents d'un point à l'autre. Mais en gros, le deal, c'est vous payez l'impôt, vous protégez la frontière, vous ne vous révoltez pas, et puis tout va bien. Finalement, les Allemands sortent non pas vainqueurs, mais finalement dans une position relativement confortable, ce qui est contraire un peu à l'ampleur de la défaite qu'ils ont subie en 357, et leur pénétration dans la plaine du Rhin et surtout dans la vallée, la rive gauche du Rhin, va se poursuivre, va s'amplifier et va se pérenniser. C'est de cette époque qu'arrive l'implantation des dialectes germaniques en Alsace, et qui va donner à l'Alsace sa typicité, et tout son caractère germanique date de cette époque. Après, la suite n'est que la conséquence logique de cette implantation alamanique dans la plaine du Rhin. Le problème des Alamans, c'est que une fois que le pouvoir romain s'effondre, s'étiole, se dissipe, ils ont leur territoire, mais ils sont, on l'a dit tout à l'heure, une coalition, une mosaïque de peuples. Et au cours du 5e siècle, au nord de leur zone d'implantation, il y a un autre peuple qui commence à faire parler de lui, et qui, lui, à l'inverse, est centralisé ou devient centralisé au fur et à mesure de ses chefs. C'est Les Francs. Ce sont les Francs, voilà, Alors exactement. les Francs, effectivement, alors qui eux-mêmes sont divisés, il y a les Francs saliens, etc. Et de voir que le génie politique d'un Clovis, ça va justement de tenter d'unir. Alors il n'est pas le premier, hein, il est lui-même au bout d'une succession de rois que l'on connaît mal, dont les identités sont pas forcément claires, plus ou moins mythifiées, Mérovée, etc. Mais en tout cas, il est dans la lignée, et lui-même engendrera une lignée, de tentatives de centralisation du pouvoir, avec une combinaison avec une politique matrimoniale particulièrement efficace, bon, son mariage avec une princesse burgonde, et justement sa conversion au catholicisme, qui correspond peut-être certes à un affect intérieur, mais aussi à très clairement une volonté stratégique d'alliance avec le clergé catholique contre des rois qui eux-mêmes étaient des rois chrétiens, hein, mais des rois chrétiens à rien. Et donc, effectivement, s'associer avec ce clergé et donner des gages aussi à la population gallo-romaine, notamment l'aristocratie, c'est aussi un moyen politique pour tenter de construire une entité politique plus large, plus constante, même si, in fine, ça sera un échec, hein. Il divisera son royaume auprès de ses enfants, et on voit bien ici qu'on est encore loin de la notion d'un État moderne tel qu'on le conçoit. Et dans cette christianisation des Francs et du royaume franc, les Alamans jouent un rôle à leur corps défendant d'ailleurs, puisque selon la légende, l'élément déclencheur mais là on est dans la légende plus que dans l'histoire, mais l'élément déclencheur de la décision de se faire baptiser
est pris pendant la bataille de Tolbiac. Cette bataille de Tolbiac, donc, Tolbiac se situe plutôt vers Bonn en Allemagne. Cette bataille de Tolbiac qui est une bataille décisive puisque non seulement Clovis jure de se faire baptiser si jamais il remporte le combat, ce qui était loin d'être gagné à l'origine apparemment, mais cette bataille va mettre un coup d'arrêt, cette fois-ci définitif, à l'expansion des Alamans et va marquer l'entrée des Alamans dans la sphère franque, dans la sphère mérovingienne, et ils vont s'y diluer finalement au fur et à mesure des décennies. C'est bien ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc nous sommes partis d'une bataille qui bataille tout en faux semblant, c'est-à-dire qu'un futur empereur Julien bat les Alamans d'une façon terrible, à plat de couture, en 357, mais finalement cette bataille n'est pas un coup d'arrêt, cette bataille n'est pas un tournant, un mot que je n'aime pas trop en histoire. Les tournants, il y en a beaucoup en histoire. Donc cette bataille n'en est pas un, justement, et cette bataille finalement n'est qu'une étape vers une implantation et vers un changement de civilisation qui concerne toute la région alsacienne. Une véritable identité. Une véritable identité qui est en émergence. Merci beaucoup Cédric pour ce passionnant échange sur la bataille d'Argentoratum et sur l'implantation des Alamans dans la région rhénane. Je rappelle que vous retrouverez cette bataille dans le livre des grandes dates d'Alsace, paru aux éditions Ici en Région et disponible dans toutes les maisons de la presse et les librairies. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.